Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, les Français redécouvrent l'hygiène à la faveur du coronavirus. Des gestes simples, comme se laver les mains, limitent la propagation de la maladie. Mais sommes-nous réellement capables de nous y soumettre? L'épidémie nous oblige au respect, à l'altruisme, à la solidarité, à la responsabilité. Mais elle révèle en même temps de profondes différences culturelles face à l'épidémie coronavirus. Et si on changeait après la crise? C'est notre grand débat ce soir. 4 jours seulement nous séparent du premier tour des municipales. Cap ce soir sur Rouen pour la suite de notre série à la rencontre des habitants. Nous irons aussi en Auvergne, dans un petit village vers Menton, où le maire sortant raccroche après 25 ans d'engagement. Son fils l'a suivi et ça donne un film, La gloire de mon maire. Dialogue sur ce plateau entre père et fils dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, notre grand témoin ce soir aiguise son regard sur la société depuis des années. Elle en a fait tomber plus d'un masque dans ses interviews et dans ses films. Elle nous revient avec un documentaire et un livre qui donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Mireille Dumas est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Mireille Dumas, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes notre grand témoin. Les Français vous connaissent très bien. Vous les avez accompagnés pendant des années. Bas les masques, vie publique, vie privée, vie publique à la télévision. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice et vous êtes productrice. On va parler de votre dernier film et de votre dernier livre, puisque c'est un peu 2 en 1. C'est d'abord un documentaire France 2 LCP qui sera diffusé demain soir à 20h30 sur notre antenne. Des ordures et des hommes. C'est aux éditions, rappelez-moi ça, Buchet-Chastel. Voilà. Et c'est passionnant parce que vous donnez la parole à une profession, à des hommes, à des femmes aussi, on va en parler, qui ne l'ont quasiment jamais et qui, dans votre film, on le sent bien, avaient envie de parler, les éboueurs. Vous allez nous raconter pourquoi vous avez choisi de leur donner la parole. Mais ce qui est intéressant dans votre film, et on y reviendra, c'est ce qu'ils disent aussi de nous et de nos comportements. Et je pense que le thème de notre premier débat va vous intéresser à plus d'un titre. On va parler de l'hygiène et on va parler du civisme, qui sont au fond les 2 piliers qui pourraient nous permettre d'endiguer cette crise du coronavirus. Bonsoir Frédéric Salman. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur à succès d'On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, qui est déjà en tête des ventes, c'est chez Plomb. Vous êtes médecin, cardiologue, spécialiste des modes de prévention contre les épidémies. Vous allez nous dire au fond si on est champion, très mauvais ou bodénane en matière d'hygiène. François Cros, bonsoir. Merci d'être là. Vous dirigez le pôle politique et actualité de l'IFOP et vous êtes l'auteur d'une enquête sur l'hygiène des Français qui a beaucoup inspiré Stéphane Blakowski dans son billet que l'on accueille tout de suite, si j'ai bien compris. C'est parti. Docteur Salman, encore vous. Mais content de vous retrouver alors. Ben oui. Bonsoir Stéphane. Alors, on ne se sera jamais autant vu. Si j'ai bien compris ce soir. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, le docteur Salman nous le dira si c'est vrai, mais moi j'ai l'impression que les Français ne sont pas propres en fait. Bon, quand je dis qu'on est sale, on n'est pas repoussant, puant. On est, comment dire, on est assez souple avec les règles d'hygiène élémentaire. Et en période de coronavirus, c'est là que vient le problème. C'est un problème, avouez-le. C'est pas un vieux cliché, ça, de dire que les Français sont bons sales et se laveraient pas? C'est un vieux cliché. Oui, c'est un vieux cliché, vous avez raison. Alors, il y a un cliché notamment d'après-guerre. Il y a un personnage qui a été créé à Hollywood de dessin animé après-guerre qui s'appelle Pépé le putois. Pépé le Pew, il est comme ça. Donc il a passé le caricature du français tel que les Américains l'ont rencontré quand ils sont venus nous libérer en 1945. Et donc il est très français parce qu'il est très arrogant, il est très séducteur et il sent très mauvais. Bon, arrogant, séducteur, je veux bien. Mais pourquoi sentirait-il très mauvais? Alors, je n'ai pas étudié le dossier, c'est que Frédéric Cros nous renseignera mieux, mais bon, j'ai quand même repéré des statistiques de l'IFOP qui disaient qu'en 51, il y avait, je crois, 10% des logements équipés de salles de bain, 3% équipés de douches ou de baignoires. Donc, il n'est pas exclu que les Américains, quand ils sont venus nous libérer, se sont dit, ces Français, dis donc, l'hygiène, c'est pas tellement leur truc. On est un peu loin du coronavirus. Et puis, les choses ont quand même bien changé, non, Stéphane, depuis les années 50? J'aimerais vous donner encore raison, mais
j'ai quand même un doute. Parce que certes, quand on regarde les stats de l'IFOP, 98% aujourd'hui des foyers sont équipés de la salle de bain, de la douche. Mais nos vieilles habitudes, elles n'ont peut-être pas évolué aussi vite que le matériel. Donc, je vous propose de regarder une étude qui date de 2015, une étude internationale, 63 pays, 64 000 personnes interrogées. La question qu'on a posée aux gens, c'est: vous lavez-vous automatiquement les mains avec du savon après être allé aux toilettes? Donc, vous avez vu le classement de la France, on est 50e sur 63. Loin derrière les pays musulmans, Arabie Saoudite, Bosnie, Algérie, on se lave les mains chez les musulmans. On remarque donc aussi que la Chine est en dernière position de ce classement. Vous avez remarqué 23% des Chinois qui se lavent les mains. Quand on leur pose la question, oui. Et puis l'Italie, mal classée aussi, 57e, encore derrière la France. Donc forcément, on repense au coronavirus. On se dit, finalement, ceux qui déclarent se laver le moins les mains sont aussi ceux qui sont le plus touchés. Voilà, c'est donc la conclusion. Alors, du coup, le truc à ne pas faire, c'est pas courir acheter un masque immédiatement, Mireille. Ça servirait à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Je n'ai pas fait ça, d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous dit Jérôme Salomon, donc qui préside la santé publique en France. On a toujours tendance à imaginer que le masque protège. Or, on sait que la transmission principale, elle se fait par les mains, puisqu'on touche en permanence des surfaces contaminées, on touche des personnes et surtout, on n'arrête pas de se toucher le visage. Vous noterez d'ailleurs qu'on se touche le visage environ une fois par minute. Donc, si on a des mains contaminées, il faut vraiment penser au lavage des mains et c'est une très bonne pratique, quel que soit le virus, que ce soit celui de la bronchiolite ou de la grippe saisonnière. Alors, est-ce qu'on est passé aux bonnes pratiques ? Est-ce qu'on a changé, les Français, depuis l'arrivée du virus ? Il y a un autre problème. Non seulement on n'est pas très propre en France, mais en plus, on manque pas seulement d'hygiène, on manque aussi de civisme. Enfin, moi, c'est un peu mon impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on fait un truc, si moi, ça ne me dérange pas, pourquoi ça dérangerait les autres ? Prenons une chose aussi simple que le passage clouté. Voilà une règle commune qui est faite pour réglementer l'espace public. Chacun est soumis à la même règle, il suffit de la respecter pour que tout se passe bien. Et on sait bien que des tas d'automobilistes ne les respectent pas, des tas de piétons traversent en dehors des passages. Alors, avec cet esprit civique qui nous caractérise, est-ce que vous croyez qu'on va respecter les consignes du coronavirus, ne serait-ce qu'en pensant aux autres, ne serait-ce qu'en disant pour ne pas contaminer les autres? Non, c'est pas sûr, mais c'est inquiétant quand même. Allez, fin du suspense. Je vous laisse regarder le sondage de l'IFOP, je crois, je ne me trompe pas, qui disait que voilà, la règle dit de ne pas se serrer la main, même pour les collègues, même pour les proches. Vous voyez, il n'y a que 15% des Français qui ne serrent absolument pas la main à leurs collègues au bureau et 9% qui ne font pas la bise non plus au bureau. Donc les consignes ne sont pas vraiment très fermement respectées. En fait, on a des comportements qui sont ancrés depuis si longtemps dans nos habitudes, dans nos traditions, que les changer juste pour la crise, ça serait nécessaire, mais ça risque d'être un peu court. C'est désespérant. Merci Stéphane. C'est un peu désespérant, François Cros. Cette deuxième étude que vous avez faite pour l'IFOP, on a fait une première enquête donc, qui est sortie en janvier et qui n'était pas prévue pour être liée au fameux problème du coronavirus et qui s'appelait Pépé le Putois, Mituralité. Pépé le Putois qui est intéressant. J'ai beaucoup pris à l'IFOP dans ce papier. Pépé le Putois qui est en France, quand il a été diffusé, était traduit en langue italienne, enfin apparaissait comme un italien, alors que dans le monde entier c'était un français. Donc il a contribué à ce cliché du français malodorant véhiculé par Hollywood à partir des années 50 et qui était consécutive à la rencontre des GIs après la Deuxième Guerre mondiale avec la population française. Et ce qui était intéressant, et vous l'avez aussi montré dans cette enquête internationale, c'est que, en fait, la question, c'est est-ce que les mauvaises habitudes culturelles des Français en matière d'hygiène les surexposent à un virus et au risque de transmission du coronavirus, dans la mesure où, aujourd'hui, compte tenu des risques, l'application des bonnes règles d'usage, notamment en matière de lavage des mains, c'est pas seulement un devoir envers soi-même et pour soi-même, mais aussi un devoir pour les autres. C'est aujourd'hui un enjeu de santé publique qui est à prendre extrêmement au sérieux et pas forcément à la légère, comme pendant longtemps on a traité ces sujets. C'est culturel, cette question de l'hygiène, vraiment. Dans notre enquête, on a montré notamment, alors ça a fait beaucoup de bruit, qu'il y avait par exemple aujourd'hui un homme de plus de 65 ans sur deux qui changeait de caleçon ou de slip tous les jours et qu'on avait une proportion non négligeable, un gros tiers qui ne se lavait pas aussi de manière quotidienne. Et les femmes sont plus propres que les hommes. Ça, c'est l'âge en fait, parce que les plus âgés en fait... Parce qu'ils ont été socialisés, c'est-à-dire qu'on leur a inculqué les normes en matière de pratiques d'hygiène corporelle à une époque, les années 50-60, où vous l'avez rappelé, il n'y avait pas le confort sanitaire de base qu'il y a aujourd'hui et eux... Les pratiques qu'ils ont encore aujourd'hui leur paraissent relativement normales puisque c'est ce à quoi ils ont été habitués dans leur jeunesse. Et c'est pas quelque chose qui change facilement. Alors, le lavage des mains, nous, on l'a mesuré au mois de janvier, donc avant la crise. On l'a remesuré
il y a une semaine pour voir si les choses avaient évolué. Et globalement, on voit que malgré le maternement des messages sanitaires par les autorités comme l'OMS, Santé publique France, le ministre de la Santé, on a du mal à changer. Ça rentre pas. Ça gagne quoi, 5 habitudes. points en plus, 3. Voilà, ça dépend un petit peu. Il y a notamment après les transports en commun, les choses ont changé. Après s'être mouché aussi. Mais il faut comprendre que ça, c'est des messages. Vu que la bise, par exemple, on s'arrêtait plus facilement si on ne connaissait pas la personne. En revanche, si c'est la famille, alors là, on a plus de mal. Bien sûr, en fait, la faire. Le respect en matière des règles édictées, notamment depuis quelques semaines en matière de contact physique, se heurte à des rites de salutation, de civilité qui sont ancrés profondément dans les habitudes des Français. Et ce qui change aujourd'hui, c'est dans le rapport à l'inconnu, aux personnes qu'on ne connaît pas, on fait beaucoup plus attention. Mais les proches, on estime que c'est des personnes de confiance et qui vous diraient avant de rentrer en contact s'ils étaient malades. Frédéric Salman, ils vous surprennent ces résultats ? Même après le premier décès de l'épidémie dans le pays, on ne change pas vraiment drastiquement nos modes de vie. Oui, parce que d'abord, les règles d'hygiène, il n'y en a pas qu'une, c'est pas juste de se laver les mains. Il y en a au moins une centaine. Il faut les connaître, même de se laver les mains. Moi, je regarde les gens utiliser le gel hydroalcoolique. Ils se bénissent les mains avec, mais ils ne se les nettoient pas. Il faut frotter les espaces interdigitaux, les poignets, les ongles. Il faut penser aux bracelets, aux bijoux. Il faut penser le soir à brosser ses ongles avec une brosse à dents, mais pas la même que les dents. Je veux dire qu'il y a... Encore faut-il déjà en avoir, parce qu'on a des enquêtes aujourd'hui qui nous expliquent que seulement 1 Français sur 3 a acheté du gel dans le pays. Oui, mais je préfère, entre parenthèses, l'eau et le savon au gel et l'huile de coude. Voilà, ça marche très bien. Ça marche très bien, le savon. L'eau et le savon, c'est formidable. Moi, j'ai été éduquée avec l'eau et le savon pour se protéger. Le seul truc qu'il faut connaître, c'est éviter la vieille serviette humide, parce que les microbes adorent se développer sur un vieux truc humide. Quand on voit les méthodes employées par les soignants, il y avait une méthode, j'ai vu qu'il y avait 11 étapes, et il disait il faut le faire minimum, entre 40 secondes et 60 secondes, entre 40 secondes et 1 minute. Sinon, ça ne sert à rien si on ne fait pas... Bien se laver les mains. Mais il y a plein de petits gestes. En dessous de 40 secondes, on n'est pas efficace. Non, et regardez, les gens se mettent tous les doigts dans le nez. C'est vrai, se ça m'arrive, laver ne me regardez pas. Mais... Comme une surface. Sur cette surface, il peut y avoir du coronavirus, par exemple. En plus, il peut rester quelques heures, mais les Allemands ont montré qu'il peut tenir jusqu'à 9 jours dans certains cas. Je touche cela, si je me mets le doigt dans le nez, ça va du producteur au consommateur. Alors là, c'est directement dans les voies respiratoires. Qui pense à se laver les mains avant ce geste aussi banal? Mais par rapport à la culture des États, de l'histoire des pays, on oppose souvent le Nord et le Sud. Il y a... véritablement une corrélation avec la question de l'hygiène? Dans l'enquête sur le lavage des mains, en fait, après les toilettes, que vous avez montré tout à l'heure, c'était dans les pays arabo-musulmans où on avait les meilleures pratiques, notamment parce que c'est lié aux pratiques culinaires, où on mange plus souvent avec les mains. Alors que dans d'autres pays, on ne mange pas avec les mains, il y a beaucoup moins... Moi, je pense on fait moins attention. Les rites religieux. Les rites religieux aussi. Les rites religieux. Vous êtes surprise ou pas? Même au plus haut niveau des représentants politiques, on a eu cette image, par exemple, en pleine campagne, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy qui fait la bise à Rachida Dati lors d'un meeting de soutien. On n'y arrive pas. Oui, alors que c'est compliqué. C'est quand même un geste barrière. On nous dit que c'est comme ça qu'on endigue l'épidémie. C'est une société méditerranéenne, donc c'est vrai que c'est compliqué de changer ses habitudes du jour au lendemain. Là, je vois, c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe. Parfois, on fait le salut de loin, et puis quelqu'un vient vous embrasser, et puis vous ne faites pas ça. Donc, c'est compliqué de repousser les gens. On connaît les consignes. On les connaît, bien sûr qu'on les connaît. Mais est-ce qu'on les applique? Je pense à un truc, parce qu'on a une vidéo que vous êtes déjà venu nous voir, professeur Salman, et on avait filmé ce qu'on appelle le trafic, c'est-à-dire avant qu'on s'installe, et on vous voit regarder, et là, vous êtes au fond, et vous faites carrément la bise à Myriam. On s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit de faire la bise ou pas le droit de faire la bise? Je peux poser une question. C'est juste, là, on parle du Absolument, vous êtes là pour ça. Mais finalement, enfin, quand il y a une méchante grippe, on fait aussi un petit peu attention. Enfin, je veux dire, c'est élémentaire de se laver les mains, de jeter son mouchoir. Oui, mais je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, le coronavirus, on a moins de 50 décès en France. Oui, c'est bien pour ça que je... Bon, la dernière grippe, on a eu à peu près... Il y a 48 décès ce soir. On a eu 9000 décès l'année dernière. Il y a 2 ans, on était à 18 000 décès. Et 650 000 cas dans le monde sont décédés avec la grippe. Oui, donc en fait, c'est pour ça que je reviens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comme le coronavirus est
atteint les sujets les plus âgés. Oui. C'est pareil. Mais le taux de mortalité est plus important avec ce coronavirus que la grippe. Oui, mais quelque part, ça atteint des sujets âgés ou des sujets plus jeunes mais qui ont des problèmes de pathologie associés. C'est un peu, quand il y a un virus, que ce soit la grippe, le coronavirus, ou même des gastro-entérites chez des sujets fragiles, c'est la goutte d'eau qui va faire qu'un équilibre extrêmement fragile va se rompre. Donc en définitive, important, hein. On est effectivement sur une épidémie, mais pour 95% des gens, ça se passe bien. Il y a plein de gens qui sont positifs et qui n'ont pas de symptômes, ou un vague rhume. Bon, voilà. Quelque part, on est sur quelque chose. Je veux dire que c'est vrai qu'on vit en direct chaque jour, les chiffres et tout. Il y a un côté... On en fait trop, docteur? Alors moi, vous savez ce qui me fait plaisir, c'est qu'enfin, on va apprendre les règles d'hygiène, pas seulement pour le coronavirus. Oui, pour la grippe aussi. Pour la grippe, la gastro-entérite. Vous savez, l'hygiène avait été abandonnée dans les années 60 parce qu'on s'est dit qu'il y a les antibiotiques, c'est plus la peine de s'embêter. Énorme erreur. Et ces gestes d'hygiène qui étaient enseignés à l'école, des mamans aux enfants, ont été oubliés. Mais c'est pas que se laver les mains, il y a énormément. Qui sont les champions de l'hygiène dans le monde? Les Japonais? Les Japonais sont très forts. D'ailleurs, ils ont une façon de se saluer que j'adore. Un Japonais se salue comme ça. Ce qui fait que si l'interlocuteur tousse, il leur tousse dans les cheveux. Ils ont tout compris. Les Thaïlandais font comme ça, les Anglais font comme ça. Et puis les Américains ont un truc formidable, c'est le hug. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'approchent, mais ils tournent la tête, ils tapotent. Ah, c'est ce que vous avez fait, Myriam, l'autre jour. Vous avez fait un hug. Nous, on s'est dit, alors voilà, il faut savoir que la bise est moins contaminante que le serrage de main. Hein. On voit, regardez. Je parle sous votre contrôle. On vous voit votre main. Tentez de lui serrer la main, il fait hop, il vous esquive et vous fait le truc. C'est difficile de laisser quelqu'un avec sa main en l'air. Oui. C'est presque offensant. Par contre, quand vous rapprochez, vous tournez la tête, vous n'êtes pas exposé, vous tapotez, c'est affectif et tout va bien. Alors c'est la question, rapidement, c'est la question de l'importance du scolaire en matière d'inculcation des bonnes règles, puisque en France, jusque dans les années 50-60, il y avait des programmes scolaires en matière d'hygiène qui étaient vraiment importants, et on le voit encore chez les personnes âgées. Si les personnes âgées font moins leur hygiène intime que les jeunes, en revanche, ils font plus attention au lavage des mains. Et on a vu aujourd'hui le ministre de la Santé dans une école avec des petits-enfants leur faire répéter ce geste et pour se laver les mains. Et aux États-Unis, il y a des programmes scolaires en matière d'hygiène qui ont porté vraiment de manière des résultats très efficaces il y a encore quelques années et qui se traduisaient vraiment par des baisses d'infections très, très nettes. Alors cette question du civisme, de la solidarité, de l'altruisme, protéger les autres pour se protéger soi-même, on le voit qu'elle se pose à toute la planète, à tous les États, et on le voit aussi, eh bien, les réactions sont différentes. On va faire un tour d'horizon de l'Italie à la France en passant par la Chine et le Japon. C'est signé Hélène Bonduel. Resta a casa, restez à la maison. Le message est clair pour les 60 millions d'Italiens. Depuis lundi, ils doivent rester confinés chez eux. Leurs déplacements ne doivent être qu'exceptionnels. Il n'y aura plus de zone rouge. Il n'y aura plus de zone 1 ou de zone 2 de la péninsule, mais il y aura seulement l'Italie. L'Italie tout entière deviendra une zone protégée. L'Italie cloîtrée, à l'arrêt, pour tenter de freiner la propagation du virus vers le sud du pays, plus pauvre et moins bien équipé en termes de santé publique. L'Italie doit être unie. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont revenus du nord au sud, dans leur famille d'origine. Je suis sicilienne, mais je reste ici pour garantir la santé de tous. Il faut dire que ces images ont choqué une partie du pays. Des centaines d'Italiens de Lombardie, région confinée dimanche, qui se précipitent dans les gares pour gagner le sud du pays avant d'en être interdits. Je me sens comme un réfugié en ce moment. Pourquoi un réfugié ? Parce que nous fuyons. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de place. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Appelez le ministre, dites-lui de faire venir un autre train. En réalité, depuis 2 jours, l'Italie oscille entre civisme et indiscipline. Oui, je suis sorti par nécessité parce que j'ai perdu des documents et maintenant je rentre chez moi parce qu'on m'a dit de rester chez moi, malheureusement pour éviter la contagion. Je pourrais travailler de chez moi, mais je préfère aller au théâtre. En ce moment, il n'y a personne, je suis pratiquement le seul. La France, 2e pays européen le plus touché par le coronavirus, n'a pour le moment pas décidé de mesures aussi drastiques. Mais le président de la République en appelle au civisme des Français pour tenter de freiner l'épidémie. Nous avons chacune et chacun une responsabilité individuelle. La première, c'est de nous protéger et de protéger les autres par des comportements qui relèvent du civisme.
lorsqu'on a de la fièvre, des premiers symptômes, qu'on est malade, de ne pas aller dans les transports en commun, de réduire sa vie sociale et de ne pas aller au travail, le temps d'être sûr de ce que l'on a ou d'être guéri. Respecter les consignes, c'est ce que les Chinois font scrupuleusement depuis 1 mois et demi dans la province de Hubei, premier foyer du coronavirus. 50 millions de Chinois, scrutés par drone par les autorités et priés de rentrer chez eux. Une méthode draconienne qui semble avoir porté ses fruits. Le président chinois s'est rendu pour la première fois hier à Wuhan, épicentre du virus, pour annoncer que l'épidémie était pratiquement jugulée. Frédéric Salman, comment vous avez compris la décision italienne du président Conte de confiner l'ensemble de la population, le pays tout entier? Ça ne va pas éviter l'épidémie, ça va faire qu'elle arrive, au lieu que ce soit des vagues très hautes de cette façon. Ça la ralentit. Ça ralentit pourquoi? Parce que le système des hôpitaux universitaires italiens n'est pas le système français. Ils sont moins bien équipés que nous. D'ailleurs, les Chinois leur envoient des respirateurs de Chine en Italie. Qu'est-ce qui se fait? C'est qu'avec ce confinement, il y a moins de gens qui arrivent brutalement dans les hôpitaux qui ne pourraient pas absorber d'un coup. Au lieu que ça arrive brutal d'un coup, ça va arriver. C'est pas pour éviter les mouvements de panique et les migrations internes pour aller rejoindre les régions où il y a moins de que les hôpitaux puissent absorber les sujets les plus âgés, vulnérables, qui, eux, font partie des gens qui ont besoin de soins par rapport à ce virus. Elle a un coût, cette décision, Mireille Dumas. Elle va mettre l'économie à genoux. Et toujours sur la question culturelle, est-ce que une décision pareille en France pourrait être, au fond, acceptée? Est-ce qu'il y a une obéissance comme ça dans le pays qui pourrait se mettre en route? Tout dépend de ce qui va être décidé dans les prochains jours et les prochaines semaines. Si tout à coup on vous demande de rester chez vous, je pense que les Français le feraient peut-être un petit peu plus difficilement. Mais moi, je trouve qu'on est quand même dans un... Qu'est-ce que je vais dire? Dans un système de précaution qui me semble quand même absolument drastique et un petit peu exagéré parce que, alors je me dis, il y a eu de très mauvaises grippes. Je reviens à la grippe parce que finalement le coronavirus c'est un peu, on va dire, une très mauvaise grippe, un mauvais rhume, même si on ne sait pas bien d'où ça vient, comment ça va évoluer. Je ne sais pas, mais quand même on n'a pas pris. Si on prenait autant de précautions pour la grippe, on aurait peut-être aussi limité les propagations. D'un mot, François Cros, pour conclure, le rapport à la discipline aussi. C'est pas évident. Les Français sont pas connus depuis l'époque gauloise comme un pays civique. Attention aux Gaulois réfractaires, c'est voilà. Comme nos voisins protestants du Nord. Après, mais on va parler de la propreté dans un instant avec le film de Mireille Dumas, mais c'est vrai que obéir à des gestes barrières, c'est aussi la même chose que de ne pas jeter des ordures. Quand on va dans certains pays, la Suisse, le Japon, il n'y a absolument aucun déchet. Donc c'est aussi une question culturelle? Bah oui, c'est l'éthique du protestantisme, cher Weber, le fait qu'on est beaucoup plus responsable vis-à-vis de soi-même. En France, on a quand même, en matière de propreté, de déchets, etc., des comportements qui nous situent plutôt en dessous de la moyenne européenne, et ça se traduit aussi dans l'hygiène corporelle. Bref, on n'est pas les moins à risque, en tout cas. Les catholiques ont pu se confesser, donc... On en vient, Stéphane, à votre film, justement, Mireille Dumas, des ordures et des hommes. Vous montrez ces hommes et ces femmes, mais vous montrez aussi l'envers du décor et ce que ces hommes-là, les éboueurs, disent de nous, de nos comportements, de la société de la surconsommation, du gâchis, du gaspillage, des déchets balancés n'importe où. Regardez un extrait. Anonymes, nous le sommes pour eux. Invisibles, ils le sont pour nous. Aveugles, nous le sommes apparemment tous. Qui sont ces hommes et ces femmes auxquels nous menons la vie dure et sans lesquels les villes ne seraient qu'un tas d'immondices? Il y en a même qui m'ont dit, moi, t'es payé pour ça, vous êtes payé pour ça. C'est pas des fois, ça vous décourage. Des fois, vous nettoyez bien un secteur, il y en a mecs qui font n'importe quoi. C'est impressionnant, l'incivilité des gens. Je conçois pas. Alors, je dis pas ça parce que je suis éboueur, je dis pas ça parce que c'est moi qui ramasse. C'est juste que je conçois pas. Moi, j'élève mes enfants de façon à ce qu'on ne jette rien par terre. Ce que je comprends pas, c'est qu'à Paris, il y a énormément d'écolos. Quand on regarde, c'est l'écologie à tout va, et pourtant, quand on regarde par terre, c'est sale. Et c'est pas la faute du nettoiement, parce que nous, on nettoie, mais les gens, en fait, ils sont écologiques, mais dans leur tête, pas dans leurs actes. Et ça, c'est dommage.
Voilà, c'est un petit message qu'il nous envoie aussi. Hein. Oui, un grand message. Oui, puisqu'on jette de façon totalement inconsidérée, partout, n'importe comment. On consomme aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une société de surconsommation, on est dans la société du déchet, et eux, c'est vraiment le rocher de Sisyphe. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ils passent, ils repassent en permanence, du soir au matin, et aussi les grands marchés, parce que là, on parle un petit peu de la collecte sur la voie publique, mais ils font bien plus que ça, évidemment. Oui, c'est des tranches d'humanité. Oui. On sent qu'ils avaient envie de parler. Qu'est-ce qui vous a donné sans être justement stars. Hein. Ils avaient envie de passer des messages. Ils n'avaient pas envie de devenir des stars du petit écran. Dans l'imaginaire collectif, quand on devient éboueur, on a raté sa vie. Oui. Pourtant, à les entendre, c'est pas exactement ça. Non, c'est-à-dire que pour certains, évidemment, ils n'ont pas eu le cursus scolaire qu'ils espéraient. Comme dit Jérôme, celui qui parlait sur le périphérique, les rêves se sont arrêtés aux portes de la cité. À un moment donné, il a arrêté, lui, en 5e, parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Ce n'est pas tant l'échec, d'ailleurs, de l'échec scolaire, le leur, que l'échec de l'école. Je pense que ceux que j'ai rencontrés étaient franchement d'une pertinence, avaient le mot juste. On se dit, mince, ils auraient dû quand même, on aurait dû pouvoir les accompagner encore le plus loin possible. Mais cela dit, ils ne sont pas tous en échec scolaire, loin de là. Oui, on sent qu'ils n'ont pas choisi ce métier. Ils n'ont pas choisi. Évidemment, il y a du dépit, mais il y a aussi de la fierté. Oui, bien sûr, de plus en plus de personnes qui ont leur bac plus 1. En Italie en particulier, d'ailleurs, même des bacs plus 4, de plus en plus, parce que la crise est encore plus forte en France. Donc, ils préfèrent, pour certains, être éboueurs plutôt que chômeurs. Alors, c'est un métier extrêmement masculin. Parce qu'il est très dur physiquement. 5% il y a des femmes, 5-6% de femmes sur la totalité des éboueurs. Et à la fonctionnelle, cette unité de choc que j'ai suivie, qui est vraiment une unité spécifique qui a été créée en 82, qui est chargée des grands événements parisiens. Donc ils sont 500 hommes et femmes. 5 femmes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à tourner, les premières, c'était l'année dernière, en 2019, 5 femmes sont arrivées tout au long de l'année. Pas évident, hein, dans une structure très, très masculine, mais elles se sont fait leur place. Et ce que fait cette unité, comme je vous disais, elle est chargée de tous les événements de la capitale, à savoir, ils sont très nombreux. Vous avez 300 manifestations en tout genre, les manifs, mais aussi les commémorations, faites de la musique. C'est là où vous voyez ces images absolument terrifiantes, franchement terrifiantes, à perte de vue, des centaines de bouteilles, de canettes. Ça fait partie un peu de la polémique de la campagne, la propreté de Paris. On parle des rats dans Paris, ils sont confrontés à tout ça. Oui, mais d'ailleurs, parce qu'ils sont confrontés à l'incivisme des gens, parce que les jeunes, il avait raison, Jérôme, les jeunes qui parlent sans arrêt d'environnement, de climat, etc., mais comment font-ils quand ils font les fêtes pour laisser alors que le sujet est au cœur de la campagne municipale, eux, ils le disent, c'est plus sale qu'avant. Les Parisiens, ils sont plus sales. Ils le disent d'une certaine façon. C'est ce qu'ils disent. Et au fond, dans votre livre et votre film, des ordures et des hommes, les hommes, ce sont les éboueurs. Et les ordures, c'est un peu nous. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a 3000 tonnes. Il faut savoir qu'il y a 3000 tonnes de déchets chaque jour, quand même, juste sur la ville par rapport à Paris. C'est absolument énorme. Comment endiguer une société du déchet à ce point? D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez que tout s'entasse maintenant. Ce n'est même plus le problème du tri sélectif. Je vais au-delà de Paris, au-delà de la France. C'est que les déchets sont entassés et on ne sait plus. Avant, ils partaient en Chine. La Chine n'en veut plus. On ne peut pas les enfouir. Donc, vous avez des lieux en France et partout dans le monde où ça s'entasse, ça s'entasse. Et comme souvent, c'est un film plein d'humanité. Il y a des éclats de vérité. Donc, mais c'est aussi un film politique, d'une certaine façon. Oui. Frédéric Salman, est-ce qu'on peut changer avec le civisme là? On est quand même au cœur d'un débat citoyen fondamental. On se rend compte que finalement on ne maîtrise pas complètement la nature, qu'on a un virus et qu'il va falloir peut-être redécouvrir un certain nombre de valeurs. Il faudra changer après cette crise? Je pense que ça prend du temps. Vous savez, c'est un peu comme un spot de pub, même s'il est génial, il faut le répéter 10, 20, 30 fois pour que ça rentre. Changer la façon de dire bonjour, c'est pas simple du tout. Dans la cuisine, il y a plein de gestes à apprendre. Il y a des gens qui ne lavent jamais leur réfrigérateur, alors qu'il faut le laver 2 fois par mois parce qu'il y a des bactéries comme l'hystéria qui se développent en atmosphère froide et humide et qui peuvent être extrêmement dangereuses. Donc c'est toute une série
de réflexe d'hygiène. Quand on rentre à la maison, on enlève ses chaussures parce qu'on marche ensuite pieds nus dans la salle de bain pour aller au lit, etc. C'est au fond un grand défi qui nous est lancé, d'être capable d'être à la hauteur de ces principes-là, l'hygiène, le civisme, la solidarité. Et mais les gens sont égoïstes. Si on veut que ça marche, il faut d'abord parler d'eux-mêmes. Ah oui. Là, ça fonctionne. Ça, c'est le conseil du médecin qui va être efficace. Vous savez, moi, j'ai remarqué une chose par rapport au bio. Il y a eu des enquêtes, on demandait, c'est bien, les gens disent pour la planète et tout. Mais quand on leur demande, c'est pour ma santé. Parce qu'il y a moins de pesticides. C'est sûr. Donc, en fait... par exemple, aujourd'hui, il y a quand même la réserve sanitaire qui se met en route, il y a des tonnes de médecins à la retraite qui arrivent. Il y a quand même de l'humanité dans cette crise. Oui, mais en même temps, un égoïsme farouche. Quand on dit, par exemple, évitez de manger, prenez des sardines pour les oméga 3 plutôt que des gros poissons, parce que pour les chaînes, oui, bon. Sur l'attention, il y a moins de métaux lourds dans les sardines que dans le thon. On change une habitude. Oui. Donc c'est voilà, c'est comment il faut communiquer. Il faut efficace, sachons communiquer santé. Aux instincts individuels. Merci, c'était très intéressant de vous entendre comme ça des points de vue différents sur ces questions. Je suis sûre que la campagne américaine vous intéresse, Mireille Dubas. Bien sûr. Vous allez voir, il y en a un qui monte, qui semble même irrattrapable dans cette primaire démocrate. Il s'appelle Joe Biden et lui aussi, il a dû faire quelques ajustements, coronavirus oblige. Écoutez. Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie et leur infatigable passion. Nous partageons un objectif commun. Ensemble, nous vaincrons Donald Trump. Nous le vaincrons ensemble. Nous rassemblerons cette nation. Et tout de suite, c'est qui veut prendre sa place avec François Durper. Jingle. Qui veut prendre la place de Donald Trump? Je commence François. à parler, je suis très discipliné. Alors là, on ne parlait pas du coronavirus, on parlait de Donald Trump. C'est tous ensemble. On m'a dit que c'était le coronavirus qui allait peut-être changer. Alors, autrement, on va dire que vous faites de l'anti-Trumpisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mini Tuesday et très grosse victoire pour Joe Biden, puisque vous voyez, il appelle au ralliement. Donc, quand un candidat appelle au ralliement, c'est que ça sent très très bon pour lui. Il gagne notamment le Michigan, 125 délégués. Et le Michigan, c'est ce qui avait permis à Sanders de revenir dans la course il y a 4 ans contre Hillary Clinton. Donc c'est très mauvais pour Sanders. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tellement comment il peut revenir dans la course. La semaine prochaine, il y a une élection en Floride et là, ça semble aussi... Les sondages sont très très bons pour Biden. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait commencé à dire Sanders était favori. Simplement, il pavane aujourd'hui. Biden, il était au fond du trou il n'y a même pas un mois. Comme Bad Kid, pourquoi? Parce que d'abord, la révolution jeune, les jeunes se sont pas mobilisés. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes votent pour Sanders, mais s'ils votent pas, il y en a pas beaucoup qui ne se sont pas déplacés dans les États. Ils se sont pas déplacés, très très peu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est la peur de Sanders dans le parti, et en particulier les vieux démocrates. Ils ne voulaient pas d'un socialiste comme candidat. Ils pensaient qu'il n'avait aucune chance contre Donald Trump. Donc ils ont choisi Biden. Vous voyez, c'est pas gagné pour lui non plus parce que, vous voyez, il suscite quand même pas un enthousiasme fou. Vous connaissez le slogan de Joe Biden? Non, moi non plus, personne ne le connaît. Donc c'est quand même très mauvais. Ça. Il y a toujours un slogan sur... Alors là, non, qu'est-ce qu'il disait? Il disait cette nuit Let's go Joe. Alors Let's go Joe, c'est quand même pas un grand message pour la nation. En revanche, je connais le surnom que lui a donné Trump. Et oui. Et oui, Sleepy Joe, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est un peu endormi. Ça veut dire que c'est un candidat par défaut et un peu chaperonné par son ancien président Obama. Alors, est-ce que ça veut dire que Trump a déjà gagné? Pas forcément, parce qu'il y a un autre candidat qui s'est un peu immiscé dans la course. Et vous allez voir, vous allez plutôt entendre ce son. Nous avions prévu un grand meeting à Cleveland ce soir. Mais le gouverneur de l'Ohio a demandé aux campagnes présidentielles d'annuler leur événement public rassemblant de larges foules en intérieur à Cleveland. Et c'est ce que nous avons fait à cause du coronavirus. Et voilà, le candidat coronavirus. Si les démocrates ne peuvent pas terrasser Donald Trump, peut-être que le coronavirus peut le terrasser. En tout cas, c'est l'espoir des démocrates. Parce que les démocrates ont dit quoi depuis le départ? Donald Trump n'a pas l'étoffe d'un président qui pourrait combattre ce fléau. Il faut quand même reconnaître que Donald Trump, il a commencé par dire ça ne va pas toucher les Américains. Non, ça peut toucher l'ensemble du monde, mais pas les Américains, comme si les Américains étaient un peu immunisés. Il a dit que bientôt la chaleur allait revenir. Oui, mais il y avait 0 mort à l'époque. Maintenant, il y en a 22. Les Américains, ils font un peu plus la tête.
tête, il y avait 60 personnes atteintes, il y en a maintenant 500. Donc ça veut dire qu'il a sans doute minimisé ce qu'il a appelé une grippe exotique. La deuxième chose, ça, si vous voulez, les démocrates, ils critiquent Donald Trump, on a l'habitude. Ce qui est un peu plus grave, c'est l'économie. C'est l'effet indirect sur la croissance américaine, parce que récession, ça rime pas avec réélection. Enfin, ça rime, mais en fait, c'est quand même rien à voir. Donc, évidemment, il fait pression sur la Fed de Donald Trump pour baisser les taux, pour relancer la demande. Il a promis aussi de baisser les cotisations sociales. Tout est bon pour maintenir cette économie dans son état, parce que l'économie, c'est quand même l'atout principal de Donald Trump. Il a déjà gagné pour vous, Donald Trump? Je ne sais pas, mais il pourra toujours dire c'est la faute du coronavirus, parce que là, je pense qu'il va avoir un gros dos, ce virus. Hein, oui. 74 ans, Donald Trump, 78 pour Joe Biden. 150 ans à eux deux. Ça promet vraiment un duel de vieillards. Alors, c'est pas le problème qu'ils soient vieillards, parce que 150 ans à eux deux, s'ils ont des idées neuves. Sauf que vous allez avoir un président qui va dire c'est la continuité. J'ai été très très bien dans mon premier mandat. D'ailleurs, son slogan est le même, Keep America Great. Même slogan que. Et puis vous avez entendu cette nuit le discours de Biden. Il dit très clairement, moi ce que je veux, c'est surtout de restaurer un peu la dignité et la décence à la Maison Blanche. Un peu léger comme programme. Ça va pas suffire. Ça vous intéresse? Quand vous voyez des candidats quand même assez âgés dans une campagne, vous dites quoi? Les Américains sont en bonne santé? Non, je dis qu'ils sont jeunes. Parce que tout simplement aujourd'hui, 75 ans, 78 ans, c'est jeune. En fait, on a découvert que la créativité, vous savez, le cerveau, c'est quand même la base. C'est pas un métier d'athlète d'être président. On pensait avant qu'on naissait qu'un stock de neurones et qu'à la fin, on devenait gâteux. Ben, c'est pas vrai du tout. Si par exemple, aujourd'hui, on a fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau, et puis on décide de rentrer tous dans un cirque qu'on apprend à jongler pendant 3 mois, dans 3 mois, qu'on va nous refaire un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. En fait, on peut augmenter la capacité cérébrale à condition de faire tout le temps des choses nouvelles. On apprend un instrument de musique, une langue étrangère, on ne va pas tous les ans au même endroit en vacances, on découvre des nouvelles cuisines. Et quelque part, vive les vieux et vive l'activité. Ce qui est dangereux, c'est la retraite. D'ailleurs, une étude est sortie montrant que le point commun des hommes qui développaient Alzheimer, c'est retraite précoce. Vous savez, Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Et là, ils font la preuve qu'ils sont des jeunes gens. 75, 78, très jeunes. Ils ont encore un avenir brillant devant eux. Allez, merci beaucoup, on s'arrête là. Vous y allez un peu, François. Non, on n'est pas au meilleur de sa forme à 80 ans quand même. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de vous, Mireille Dumas. Merci à tous. Merci François. Mercredi prochain pour une nouvelle chronique sur la campagne américaine. On va parler un petit peu de votre carrière aussi. Alors, vous les avez tous interviewés. Pas seulement les politiques, ce sont eux qui nous intéressent ce soir, mais on se souvient de vos émissions avec des détenus, avec des transsexuels, avec des aventuriers aussi. Alors, Ahmed Tazir, il s'est plongé dans les archives de vos émissions avec des hommes et des femmes politiques. Chaîne parlementaire oblige. On regarde et on en parle juste après. Je vous ai dit, Mireille Dumas, à la fin de l'émission, je lis dans votre tête. Ah non, c'est le contraire. Hein. L'idée, c'est que ce soit le contraire. C'est la reine de l'interview confidence. Mireille Dumas, c'est d'abord des émissions cultes à la télévision, au début des années 90. Ballet Masque, La vie à l'endroit, ou encore Vie privée, vie publique. Présentatrice, mais aussi réalisatrice de documentaires, comme ici, en 1998, à l'Assemblée nationale. L'histoire de notre République, c'est ici qu'elle s'écrit depuis 200 ans. Ils sont aujourd'hui 577 députés et plus de 1200 fonctionnaires à travailler à l'Assemblée nationale. Ah, Mireille Dumas et les politiques, c'est assez spécial. Une façon différente de parler pour dresser un portrait nouveau, les faire sortir de la langue de bois. Comme ici où Mireille Dumas demande à ses invités de se raconter au travers des chansons qui ont marqué leur vie. Ça donne des moments surprenants, comme avec Jean-Pierre Raffarin faisant du air guitare. Il est fan de Johnny. Alors quand je vais au concert de Johnny et que je vois tout le monde que je t'aime, quand je regarde
les jeunes dames qui sont à côté de moi, à 65 ans, je me dis, mais il y a 40 ans, ce n'était pas les mêmes. Mais vous non plus, je ne voudrais pas être désobligeante. Interview aux frontières de la vie publique et de la vie intime, comme avec Valéry Giscard d'Estaing, qui explique devant l'intervieweuse imperturbable que le pouvoir attire, comme un aimant. Et au niveau de la séduction, est-ce que ça rend plus irrésistible? Ah oui, ça c'est vous qui devriez le dire. Il y a une chose très mystérieuse pour moi. Hein. C'est l'attrait des femmes pour le pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Alors, ne me posez pas la question, parce qu'alors, justement, je ne voudrais pas vous déplaire. Voilà. Mais je me pose la question aussi... Vous ne l'éprouvez pas, vous? Non. Ah, vous êtes un cas. Vous êtes un cas. Je suis désolée. Il y a une fascination. Une fascination pour les hommes, c'est plus compliqué pour les femmes de pouvoir. Si. Dites-moi, justement, vous, femme politique, comment vous êtes perçue par les hommes? Est-ce que le pouvoir attire ou fait peur aux hommes? Non, je pense qu'ils veulent être à la hauteur. Ils veulent être à la hauteur. Ils se disent, il faut que je sois à fond les ballons, il faut que je sois super. Je pense qu'ils réfléchissent performance. Voilà la marque de fabrique Dumas avec les politiques, faire parler différemment, un peu à la manière de Freud, convoquer le passé, les souvenirs, pour expliquer l'engagement d'aujourd'hui. S'il y a un politique qui a bien connu Mireille Dumas, c'est André Santini. Ancien député, 3 fois ministre, tous deux ont écrit ensemble « Mère célibataire », un livre où l'élu se raconte. Il dit avoir été torturé. C'est pire que tout. Pire que tout. Parce qu'elle fait semblant de ne pas vous connaître, elle vous pose la question, elle vous gratte à tel endroit, vous voyez. Et au début, on dit « Oh, comme elle est gentille ». Puis pan, on prend un coup sur la tête. Oui, celle-là, je l'attendais, mais je pensais qu'elle n'oserait pas. Elle ose. Elle ose, monsieur. Elle ose, Mireille, elle ose. Alors osons, nous aussi, à vous maintenant, Mireille, de passer à l'interview confidence. Alors on va la faire cette interview bas les masques. Le temps pour moi de saluer nos invités. Bonsoir Monsieur le maire. Je peux encore vous appeler Monsieur le maire. Jusqu'au 21 mars, normalement. Voilà, c'est pas encore la fin, hein, puisque vous êtes Yves Fafournou et votre fils, Kevin, bonsoir, vous a suivi avec une caméra dans les dernières semaines, derniers mois de votre mandat dans une petite ville d'Auvergne. On y vient dans quelques minutes. Mais d'abord, bas les masques un petit peu ce soir, Mireille Dumas. Si vous êtes un cas, oui, comme le dit Valéry Giscard d'Estaing, qu'est-ce qui vous fascine chez les hommes si ce n'est pas leur pouvoir? Le pouvoir ne me fascine justement absolument pas. C'est ce que je disais Alors, qu'est-ce que vous notre cherchez, ancien président. Au fond, Non. Dans tous ceux que vous avez interrogés. Bien sûr, c'est notre part d'humanité commune. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on se construit, où on est déconstruit aussi par la vie. Donc, l'enfance, ça serait caricatural, mais par la vie en général. Les failles. Ce qui m'intéresse, pas uniquement, justement, la construction, la déconstruction, mais aussi la construction. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut rebondir. Parce que si vous entendez bien souvent les interviews que j'ai faites, c'est la façon dont on va justement pouvoir rebondir après des difficultés, quelles qu'elles soient. C'est ce qui m'intéresse. Et nous rend plus forts, les échecs et ce qui fait qu'on avance après. Moi, je suis toujours étonnée par la façon dont les gens se débrouillent de leur vie. Et j'ai cette curiosité insatiable parce que la vie est évidemment... et l'individu a une imagination absolument extraordinaire. On parle beaucoup en ce moment des femmes puissantes. Oui. Un grand sujet, celles qui à la fois désirent et exercent le pouvoir. Est-ce que vous en êtes une? Femme de pouvoir? Femme puissante, c'est pas forcément... Mais est-ce que pour arriver là où vous êtes... Je ne me suis jamais ressentie comme cela. Je pense que ce qui m'a... Vraiment, c'est mon métier de journaliste et de réalisatrice qui m'ont guidée vers l'autre. Il s'avère que pour pouvoir avoir plus de liberté, je pense, pour pouvoir exercer mon métier en toute liberté, je suis devenue productrice, mais plus dans ce sens-là, pour pouvoir avoir de la liberté, non pour avoir du pouvoir. Et j'ai adoré produire aussi d'autres personnes, c'est-à-dire passer aussi et aider les autres. Lequel de tous ces politiques et femmes politiques finalement
vous a le plus marqué, vous gardez qui dans toutes ces images impressionnées? Je crois que certains, vous savez, passer par le prisme de la chanson pour les faire parler, c'est absolument extraordinaire. Parce que effectivement, c'est un peu ce que dit André. C'est amusant parce que André vous demandez, oui, ça commence comme ça par une chanson et tout. Et en fait, comme il parle de la chanson, moi, ça me donne matière tout de suite à poser des questions et à rentrer dans le vif du sujet d'une autre manière. Ça, c'était absolument formidable, donc tous m'ont étonné, mais Valéry Giscard d'Estaing m'a vraiment, ça m'avait fait tellement rire cet entretien, parce que à la fin, il me dit quand même que je suis une femme de Néandertal. Donc je lui dis, mais vous savez, être fascinée par le pouvoir de l'homme, j'ai l'impression que les femmes qui sont fascinées par le pouvoir de l'homme ont peut-être encore à apprendre. Moi, il y a de la séduction dans un entretien, dans une interview en direct. Oui, mais il a échoué. À ce moment-là, totalement. Mais vous savez qu'il y a toujours de la séduction dans un entretien, mais entre vous et moi, entre individus, pas forcément entre hommes et femmes. Moi, je n'ai jamais fait mes entretiens en pensant que j'avais un homme ou une femme en face de moi. Est-ce que ça vous manque? Pas du tout. Non, pas du tout. Hier, à votre place, il y avait Pascal Clark, elle, c'était la radio, elle disait c'est une drogue. C'est très dur d'arrêter. Oui, non, mais pas du tout, parce que moi, je n'ai jamais arrêté. J'ai continué à faire des documentaires, à faire des entretiens, comme là, retrouver les agents de la propreté, les éboueurs, retrouver des anonymes, des artistes. Je suis allée, j'ai tendu mon micro, si je puis dire, un petit peu à tout le monde. Et ce métier, j'ai continué de l'exercer. C'est votre premier métier, d'ailleurs, documentariste. Bien sûr. Vous avez commencé par le film. Devant ou derrière la caméra, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où je peux faire des films, où je peux interviewer. Si je ne pouvais pas effectivement exercer mon métier, je serais très, très triste. Et psychanalyste pour de vrai? Comment? Psychanalyste pour de vrai? Jamais? Mais pas du tout. Ça ne vous a jamais tenté? Mais jamais, jamais. Et franchement, c'est très bien pour ceux qui ont envie, mais moi, je n'ai jamais eu ce souhait, ni ce désir, ni cette obligation, on va dire. Et j'ai toujours pas besoin d'avoir fait une analyse pour faire du Mireille Dumas? Surtout pas. Je crois que si j'avais fait une analyse, je crois que je me serais interdit justement beaucoup de questions et je ne les aurais peut-être pas posées de la même façon. Je pense que voilà, c'est plus, vous savez, l'écoute, le fait d'être écouté qui a fait, enfin, d'écouter les autres, qui a fait dire que j'avais une écoute psychanalytique. Mais on va voir, parce que là, c'est un regard et une écoute aussi d'un fils sur son père, Kevin Fafournou. On va voir un extrait de votre film. C'est un film, un premier film, plein d'admiration, plein d'amour. C'est un film politique et c'est un film sur la filiation. Ça s'appelle La gloire de mon maire. On part tout de suite à Vermonton, en Auvergne, la ville dans laquelle vous avez passé 25 ans de mandat, la ville que vous avez quittée. Extrait. Là, c'est mon père et moi en train de contempler la jolie vue. Et je lui demande si tout ça ne va pas trop lui manquer. Tout ça, c'est Vermonton. C'est mon village de 3500 habitants, localisé en Auvergne. C'est là, pile au milieu de la France. Ah, et aussi, le maire ici, c'est mon père. Et l'année dernière, pour le 14 juillet, Yves Fafournou, c'est comme ça qu'il s'appelle, a annoncé quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et après 25 ans, ce sera la dernière fête nationale en tant que maire que je présiderai. C'est à ce moment-là que j'ai eu besoin de comprendre les raisons de son choix. De revenir sur ce qui a fait la gloire de mon maire. Alors qu'avez-vous compris, Kevin Fafournou? Eh bien, qu'avez-vous compris de ce père-mère de ce petit village? J'ai compris plein de choses. Premièrement, en fait, j'ai compris où il passait tout son temps quand j'étais plus petit, puisqu'effectivement, ça a commencé très jeune. J'avais 8 ans. 8 ans, tout à fait. Et donc, j'ai eu un père un petit peu plus absent qu'un père normal, mais bon, j'en veux pas du tout, voilà. Mais c'est vrai que il était absent, beaucoup de réunions, beaucoup de dévouement par rapport à cette fonction, et c'est vrai que... Vous voulez comprendre pourquoi il donnait autant de lui-même? Oui, tout à fait. Il y avait une vraie volonté de comprendre déjà les rouages de la mairie, comment fonctionne la fonction de maire, tout simplement, et puis voilà, voir comment s'organise un emploi du temps, comment est géré tout ça, en fait, finalement. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça dévore. Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, c'est le dévouement que suscite cette fonction, notamment voilà, tout ce qui est réunion, tout ce qui est les missions qui sont liées à sa fonction de maire. Ça, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ça demande un emploi du temps à 100%. Vous voulez montrer aussi comment cette fonction de maire, à portée d'engueulade, c'est ce que dit régulièrement le président de la République,
a changé, a évolué. Tout à fait. En fait, j'ai été très surpris il y a 1 an quand mon père m'a dit j'en ai marre, j'ai envie de démissionner. Alors ça nous a surpris, pas que moi, il y a ma sœur, ma mère aussi, parce que c'est quelque chose qui l'anime profondément. Ça fait 25 ans, c'est quelque chose on a toujours connu ça, la mairie. Et quand on entend dire j'ai envie de démissionner, je me suis dit il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Et, ça vous a stressé, ça vous a inquiété? Ça m'a inquiété, enfin je me suis dit il y a quelque chose qui se passe. Alors je sais pas quoi, mais voilà. Et donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'articles sur le sujet, beaucoup d'inquiétudes sur les maires et aussi une étude très intéressante du CEVIPOF, le centre politique de Sciences Po, qui mettait en avant des chiffres assez importants sur... le blues des maires. Le blues des maires, qui avait vraiment envie de démissionner et d'arrêter en 2020. Et je me suis dit, tiens, c'est... Monsieur le maire, alors, pourquoi raccrocher? Je crois qu'il a résumé pas mal de choses. Au bout d'un moment, on essaye de donner de sa personne et puis on se rend compte que de donner, en retour, je n'attendais pas de remerciements, c'est pas ce que je veux dire, mais du respect de par la fonction. J'eût été le seul, comme on dit, je me serais dit, bon, c'est prétentieux de ma part, mais je ne suis pas le seul, malheureusement. On est de nombreux dans cette démarche-là à plus vouloir poursuivre. Pourquoi? Parce que la société, pour nous, a changé, a beaucoup changé, et on a des difficultés à se faire comprendre et à se faire respecter. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Alors, qu'est-ce le film parle de citoyens consommateurs, de plus en plus tout à fait. exigeants. Moi, je me suis retrouvé devant des citoyens. Alors, c'est pas l'ensemble, bien sûr. Il y a toujours des gens qui sont respectueux. Mais de plus en plus, on trouve de personnes qui ne veulent pas que la société fonctionne telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'ils veulent la changer. C'est vrai qu'on doit la changer, mais on doit la changer démocratiquement, on doit la changer avec des réflexions, on doit la changer avec de la communication, mais on ne doit pas la changer dans la violence verbale ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on a plus de violence verbale que l'on a de satisfaction, je veux dire, de retour de satisfaction. On en parlait tout à l'heure avec Mireille Dumas, l'incivilité, la difficulté, au fond, à faire un peu don de soi, à faire partie d'une forme de société solidaire. Vous le constatez concrètement, vous Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agression, elle est, je ne vais pas dire permanente, c'est non. Il y a des bons moments, il ne faut pas non plus... mais l'agression, si vous voulez, elle existe au-devant mon portail. La mairie, c'est pas mon portail, c'est pas ma maison. La mairie, c'est la mairie. Elle existe dans la rue. Je vous vois. Je vais vous dire un truc. Ça va pas. Vous êtes un peu harcelé, en fait. Voilà, c'est un peu de harcèlement. Il y a le numéro de téléphone qui sonne. Alors, avec le portable, c'est merveilleux. Le portable, esclavagisme. Voilà, absolument. Le portable est quelque chose qui était merveilleux parce qu'on a pu nous joindre à tout moment. Simplement qu'il est diffusé. Le numéro est diffusé. On a beau le cacher, on a beau tout ce que vous voulez, et on vous appelle le matin, on vous appelle la nuit, on vous appelle à tout moment. Tout ça pour une rémunération de 1 664 € par mois. Que je répartissais avec mes conseillers délégués et adjoints. Donc, c'était pas ce que je touchais, je tiens à le dire. Mais sans prétention aucune, j'estime que j'avais un salaire, puisque je suis à la retraite aussi de la société Orange. Mais effectivement, pour qu'il y ait plus de gens qui s'investissent, d'adjoints et de conseillers qui s'investissent, je donnais une participation donc de ma masse. De plus en plus de responsabilités pour les maires. C'est ça, d'ailleurs. C'est ce qui me sidère. Kevin Fafournou, vous listez d'ailleurs la liste. Oui. Listez les missions. Les missions de maires qui ne cessent d'augmenter. Mais effectivement, il y en a toute une liste incroyable, et c'est vrai que ça dépasse, pour moi, ça dépasse l'entendement, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment, pour le coup, qui ne devraient pas être liées au maire. Mais ça fait beaucoup de travail en réalité. Ouais. C'est une décision que votre père a prise seul. Vous avez été surpris, mais est-ce que madame était au courant? Comment ça s'est passé? Madame, elle attendait ça avec impatience. Ah oui. Madame attendait ça avec impatience. Effectivement, c'est au détriment pas de la vie, mais c'est au détriment de pas mal de choses. C'est elle qui vous a poussé au début? Exact. Alors... Elle m'a accompagné. Mais je me rappelle au début, faut se mettre excusez-moi l'expression, dans le bain. Je lui dis pendant 6 mois, tu vas pas trop me voir souvent. Au bout de 6 ans, elle m'a dit les 6 mois sont pas finis. Vous voyez, donc c'est constant, c'est constant. Elle disait même que c'est dans le film de votre fils que je n'ai pas vu. La mairie, il faut le voir, ça devient très urgent. Je pense que ça devient urgent. Ça vous a plu
d'être suivi par votre fille? Par votre fils, pardonnez-moi. Oui, ça m'a plu énormément, mais j'avais peur plus de l'encombrer que d'avoir une insatisfaction, c'est-à-dire de lui donner une insatisfaction, de ne pas être, disons, à la hauteur de ce qu'il attendait de son père ou du maire. C'est un hommage qu'il vous. Ah, mais je suis très touché. Il s'est extrêmement prêté au jeu. Bon, vous l'avez vu, vous, le film, lui, il l'a pas vu, mais c'est vrai que toutes les petites scénettes qu'on a jouées, toutes les choses qu'il a fallu refaire parce qu'il y a des choses qui marchaient pas, etc., ça, c'était génial. Et c'est ce qui fait la force de ce film, c'est la relation père-fils. Et j'en suis très content. Et une relation père-fils qui change quand c'est une relation aussi fils-mère, M-A-I-E-R-E. Complètement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa qui est aussi comme ça, accaparé par les habitants d'un village quand votre mère explique quand même que c'est la mairie sa maîtresse. Oui, ça c'est fou. Ouais. En réalité, je pense que cette volonté de faire un film, elle doit y être aussi pour peut-être faire une psychanalyse ou quelque chose, parce que finalement, ça m'a beaucoup marqué. Ça a commencé très tôt, et puis ça, c'est encore maintenant. Bon, après, je suis parti de la maison, donc à partir du moment où je suis parti, j'ai fait mes études, etc., ça avait plus le même... J'avais plus le même ressenti par rapport à ma mère qui était vraiment en première ligne, qui l'accompagnait tous les jours. Mais moi, c'est vrai que quand j'étais plus petit, c'était plus difficile. À l'école, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques à mon égard, pour le maire, etc. Et ça, voilà, c'est pas des choses qui... Le collège a été pareil, pas forcément très sympa aussi par rapport à cette situation. Jamais de regret, monsieur le maire? Parce que dans le film, vous dites que seulement 1% de tout ce que vous avez fait vous a vraiment apporté satisfaction. Alors, quand je dis 1%, c'est vrai qu'il y a 1% de satisfaction. On a ce qu'on appelle des réceptions, des manifestations, qui sont des inaugurations. Ça fait partie des choses. Le regret, je vais être sincère, c'est de ne pas pouvoir continuer. C'est-à-dire de ne pas vouloir continuer. Vous voyez, c'est pas un scoop. C'est un peu paradoxal. Et voilà, c'est un scoop. Mais non, j'avais pris une décision et je ne voulais pas revenir en arrière parce qu'effectivement, je sentais bien que cette société qui change, je n'étais plus en phase avec elle. Vous la comprenez ou vous la rejetez? Je la rejette pas. J'essaye de la comprendre, mais je la comprends pas. C'est ça la difficulté. Donc, quand on comprend pas quelque chose, soit on l'étudie, soit on se force à poursuivre, et je n'ai pas envie. Soit j'ai pas eu envie d'être en conflit avec des gens, certains que j'apprécie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos sociétés, on n'a pas le droit de dire non. On le voit bien avec ce qui se passe. Notre société, on n'a pas le droit de dire non. On doit suivre. Et on est exactement pareil dans les petites communes. C'est-à-dire qu'une personne qui vous met en avant quelque chose, elle voudrait que ça soit suivi des faits. Vous lui dites non, c'est pas possible. Il y a une règle, il y a un règlement. Qui de vous deux appréhende le plus quand ça va s'arrêter? Vraiment? En fait, moi, j'apprends pour lui. Parce qu'en fait, en réalité, il passe énormément de temps là-bas. Et en fait, d'arrêter cette passion, cette chose qui l'anime, du jour au lendemain et de passer de tout à rien, je stresse un peu pour lui. Alors, on parlait, pour terminer, des 1% de joie, de satisfaction pleine et entière. Il y a cette image que je voulais absolument vous montrer. C'est, allez, à la fin du film, mais il faut le voir absolument, ce film, La gloire de mon maire. C'est vous, et vous allez marier Kevin, votre fils. Là, c'est un moment... Oui, c'est le moment de l'apogée du film. Hein. C'est le moment qu'on a partagé ensemble cette année. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Être marié par mon père, je me suis dit, il faut en profiter. Et bon, c'était un moment extraordinaire. C'est vrai que ça laissera des traces, c'est sûr. C'est la plus belle des psychanalyses, parce que vous avez tout rattrapé. Ah non, mais là, en fait, tout ce que vous n'avez pas vécu avec lui étant enfant, là, tout. On a tout fait. On a tout fait. C'est magnifique. C'est franchement une page d'amour filial magnifique. Et ça s'appelle La gloire de mon maire, et c'est diffusé, pardonnez-moi, lundi prochain à 20h30 sur LCP, le vôtre, de film et de livre. Mais le film, lui, Mireille Dumas, il est diffusé demain soir. Merci infiniment. On va se quitter avec le deuxième volet de notre série documentaire sur Rouen. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des citoyens engagés après l'incendie de l'usine Lubrizol, Rouen à l'ombre du nuage. C'est signé Nathalie Guilloire et François Chevret. Alors là, on arrive dans le site, dans le début de la zone industrielle de ce secteur de Rouen. On sait qu'il y a des usines, mais on ne savait pas à quel point ils pouvaient être autant toxiques. C'est-à-dire qu'on ne savait pas on n'imaginait pas que ça pouvait arriver jusqu'à chez nous. Voilà. 5 mois après l'incendie de Lubrizol, les odeurs juste devant l'usine persistent. Simon de Carvalho fait partie des fondateurs de l'association des sinistrés de Lubrizol.
il se bat pour connaître la vérité sur les produits qui ont brûlé dans la nuit du 26 septembre. Le collectif a été créé parce qu'on a manqué cruellement d'informations et qu'on veut la vérité. On veut savoir pour nos enfants, pour nos anciens, pour nous-mêmes, quelle est la nature de cette intoxication. On a bien compris que l'État n'allait pas faire le travail et que donc c'était à nous, citoyens, de faire le job. Et ce soir justement, Simon de Carvalho se rend à une réunion du collectif. Associations, syndicats mais aussi citoyens sont présents autour de la table. Leur stratégie, continuer à mettre la pression durant la campagne des municipales pour ne pas oublier ce qui s'est passé le 26 septembre à Rouen. Il n'y a pas un seul candidat qui ne va pas parler du Lubrizol. Donc effectivement, il faut que nous, on apparaisse et qu'on apparaisse en dynamique et pas un petit rassemblement. Donc moi, je pense qu'il faut y aller sur la manif. Ce collectif se présente comme apolitique. Alors ici, on fait bien la distinction entre les municipales et ce qui s'est passé à Lubrizol. Et donc l'idée pour nous, je ne sais pas si c'est de mettre la pression sur le prochain maire, mais en tout cas c'est de cadencer, on va dire ça comme ça, des initiatives. On a fait 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. On s'inscrit dans la durée, très précisément. On est là et on sera là. Par rapport à la lutte que l'on mène, un maire ou un autre, ça sera à lui de se positionner correctement, mais nous, ça ne change rien par rapport à notre lutte. L'usine chimique fait bouger les citoyens, mais chamboule-t-elle aussi la campagne des municipales de Rouen? Demain, portrait des candidats qui font campagne sous l'ombre de Lubrizol. Et voilà la suite de notre série sur Rouen à retrouver demain. Merci. Merci Mireille Dumas. Merci. Vous irez voir le film de votre fils lundi soir. Lundi soir, mais peut-être un petit peu avant. Même un peu avant, vous allez vous rattraper. Des ordures et des hommes, c'est avec Denis Dominipion. C'est un livre, Mireille Dumas, et un film. Et c'est celui-là demain soir, je le redis, ne le ratez pas, 20h30 sur LCP. Très belle soirée et à demain.